Je te laisse le... Merci beaucoup. Donc, pour vous parler plus précisément du projet et d'où est-ce qu'on est parti dans le fond. Donc, il faut savoir que c'était un appel à projet donc, lancé par le réseau québécois COVID Pandémie au début 2021 sur le besoin de mieux connaître en fait la santé mentale et le bien-être des organismes communautaires. En fait, on est parti du constat que effectivement, il y a une réaction très rapide de ce milieu-là dès le début de la pandémie, donc dès 2020 dans le fond, avec des organismes qui ont très rapidement adapté leurs pratiques, offert davantage de services et diversifié aussi leur offre et les formats offerts, donc notamment à faire du distanciel, alors qu'ils faisaient face donc, à un contexte qui mettait beaucoup de pression sur leur travail et leur capacité de réaction, puisqu'il y avait une augmentation des besoins des populations qu'ils desservaient, notamment les populations en situation de marginalisation sociale et de vulnérabilité. Et donc, de ce fait-là, cette pression accumulée a fait que leur vulnérabilité à eux aussi, à elles aussi, ces intervenants et intervenantes, a augmenté, donc notamment avec des cas d'anxiété, une forte augmentation de la charge de travail et d'importants changements aussi dans la nature de leur travail, en fait, et des ressources qui pouvaient être offertes à ces populations-là. Puis ce qui était aussi constaté, c'est que finalement, il y avait beaucoup de recherches qui documentaient le fait que les travailleurs de la santé étaient particulièrement affectés, mais par contre, il y avait très peu de choses sur justement le cas spécifique des intervenants et intervenantes communautaires. Donc, c'est aussi là-dessus qu'on a souhaité travailler parce qu'il nous semblait qu'il y avait comme un gap en fait à combler dans la littérature par rapport à ça. Donc, l'objectif de notre recherche internationale était vraiment double. C'était d'abord en fait, prendre la température, mieux connaître les besoins de soutien des intervenants et intervenantes des organismes communautaires. Puis, on a choisi de se concentrer sur les quartiers Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce. Et puis, le deuxième objectif, c'est à partir de l'identification de ces besoins-là, de mettre sur pied et d'évaluer des modalités de soutien aux intervenants et intervenantes pour les soutenir face au contexte de la crise et au-delà également. Puis, on a même ouvert, en fait, cet objectif-là aux modalités de soutien des gestionnaires également, des équipes du communautaire, parce que c'est un besoin qui est ressorti du premier objectif. Donc, on a souhaité bien évidemment adopter une démarche participative et collaborative. Donc, on a souhaité mettre en place des instances de gouvernance de notre projet dès le départ, dès le moment où on a conçu en fait la demande de financement avec nos partenaires, donc notamment Club Ami, Tracom et également Multicaf et la CDC. Donc, on est allé chercher en fait, leur intérêt à collaborer sur cette thématique-là, notamment parce qu'on savait qu'ils étaient impliqués par ailleurs dans des initiatives justement de soutien à la santé mentale des intervenants au moment de la COVID-19, notamment dans le cadre du plan d'action COVID qui était déployé à ce moment-là à Côte-des-Neiges et à Ndidji. Donc, notre premier volet qui répondait vraiment plus au premier objectif sur l'identification des besoins, donc portait sur l'exploration des expériences et des besoins des intervenants et intervenantes d'organismes communautaires, puis leur stratégie et leur réponse à ces besoins. Donc ça s'est fait à l'été 2021. On a fait des focus group exploratoires avec des intervenants, des responsables d'organismes communautaires. Après ça, on a lancé un questionnaire en ligne pour essayer aller chercher aussi une perspective plus statistique, en fait, pour rendre un portrait global de la situation. Donc, on a pu produire cela dans le cadre d'un rapport final qui est d'ailleurs en cours de passation vers une publication scientifique. Donc, on vous tiendra au courant quand cette publication-là sortira. Et après avoir fait après être passé au travers de ces deux étapes-là, on est passé au volet de co-construction, donc d'activités de renforcement psychosocial pour répondre au deuxième objectif. Et donc, à travers la proposition d'activités de recherche interventionnelle qui répondaient aux besoins qu'on avait identifiés dans le premier volet.
Et donc, ces activités internationales ont été proposées à la fois aux intervenants et aux intervenantes entre l'hiver 2022 et l'hiver 2023. Donc, vous voyez que c'est tout récemment qu'on a en fait arrêté ces activités-là, tout simplement parce que le projet se terminait. Et on a bien sûr procédé à des observations non participantes pendant ces activités-là. Et puis, on a aussi opéré plusieurs activités de mobilisation de connaissances, notamment un atelier de réflexion sur les résultats de notre projet en septembre dernier, puis des infographies également. Je passe la parole à Naïma sur le détail des activités pour les intervenants et intervenantes. Parfait, merci beaucoup, Lara. Donc, ceux et celles qui sont intéressés par les résultats, il y a également tout le matériel qu'on avait utilisé en septembre qui est sur le site de l'Institut universitaire Sherpa. On va pouvoir mettre le lien aussi dans le chat si vous voulez. Donc, en termes d'activités, il y a eu 7 activités au total. Donc, il y a eu vraiment 3 activités entre mars et juin et 4 activités entre novembre et février 2023. Les premières activités, donc, étaient vraiment réfléchies un petit peu par thématique. Donc, on a alterné des activités plus bien-être physique, plus bien-être émotionnel et psychologique. Donc, le 22 mars 2022, on a été accueillis à Multicaf, effectivement, autour d'un super bon lunch offert par la cafétéria à ce moment-ci à tous les participantes. Donc, on était à peu près une dizaine, plus l'équipe de recherche qui était présente. Et on avait beaucoup parlé un peu sur les bonnes postures, les mouvements au travail avec une professionnelle qui est venue s'entretenir avec les participantes, répondre à leurs questions à ce moment-ci. Ensuite, le 21 avril 2022, on a été à la recherche d'une professionnelle en santé mentale et bien-être au travail. Et on avait beaucoup parlé un petit peu sur l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, comment être en relation d'aide sans nuire à sa propre santé mentale et à son bien-être. La question de l'empathie, la question de la satisfaction, de compassion aussi a été discutée avec les participantes. Lors de cette activité, nous avons été accueillis par l'organisme Promis, donc toujours à Côte-des-Neiges. On a eu une quinzaine de participantes. Et le 16 juin, on a été accueillis par la Fondation La Visite et on a eu aussi à peu près une quinzaine de participantes pour continuer un peu la discussion autour de prendre soin de soi, donc miser sur ses forces, identifier les sources d'énergie, donc comment compenser un peu l'énergie qu'on met au travail pour toujours garder cet équilibre-là dans notre vie personnelle et professionnelle. Par la suite, donc, il y a eu une série de 4 activités où là, on est allé vraiment avec un apprentissage. On était vraiment dans un apprentissage continu par rapport à nos observations, aux évaluations qui ont eu lieu dans les 3 premières activités. Et là, chacune des 4 dernières activités ont été composées de 3 petits volets ou 3 petites activités. Donc, il y a eu toujours un petit atelier bien-être. Donc, il y a eu une professionnelle qui discutait vraiment sur le bien-être et la santé mentale des intervenants et intervenantes communautaires dans leur milieu de travail. Une activité physique, donc on vient compenser un peu, extérioriser un petit peu toutes les émotions accumulées dans le premier atelier. Et donc, la première, par exemple, le 10 novembre, donc on a parlé du détachement du terrain, donc comment se distancier un peu dans cette relation d'aide, prendre ses distances. On a eu une activité qu'on a appelée Bouge-Bouge, donc on a fait du box avec Karim du Philo Box avec nos intervenants et intervenantes à ce moment-ci. Et donc, on a été aussi dans un lunch collectif à la toute fin de l'activité, donc un lunch qui a été aussi offert par Multicaf. Le 15 décembre, on a parlé de la déstigmatisation de l'épuisement professionnel et on a eu une activité bouche-bouche de danse contemporaine à ce moment-ci avec les intervenants et intervenantes qui ont vraiment beaucoup aimé. On a eu quand même une douzaine de participantes à ce moment-ci. Le 26 janvier, on a continué sur la déstigmatisation de l'épuisement professionnel avec 16 participantes. L'activité bouche-bouche était cette fois-ci du Pilates. Et la dernière, donc l'activité 7, qui a eu lieu le 23 février, donc on a parlé de l'hygiène psychologique, donc comment renforcer sa santé mentale. Et on a eu une activité bouche-bouche du solo jazz avec Myriam Tétrault. Et les 4 dernières activités ont eu lieu toujours à la CDC.
La dernière activité, on a eu 21 participants et participantes, donc c'était vraiment un super beau groupe. Donc, on a vu un peu l'évolution aussi, l'effet qui a eu lieu au fur et à mesure que les activités avancent. Donc, voilà, ça fait le tour un peu des activités qui ont été offertes et co-construites par et avec les intervenantes communautaires. Je vais passer la parole à Lara pour les activités gestionnaires. Merci Naïma. Alors oui, on a aussi, donc comme je vous le disais, voulu répondre à une demande exprimée par les gestionnaires qui ont participé à nos focus group sur le fait qu'eux aussi, en fait, ils auraient bien besoin d'avoir du soutien pour faire face aux crises, puis pour être aussi en mesure de répondre aux besoins de leurs équipes, en fait. Donc, on a choisi de collaborer avec nos partenaires pour pouvoir offrir 2 activités donc, qui se sont déroulées en décembre 2022 et janvier 2023. Une première activité sous format de webinaire, en fait, avec un intervenant d'un OBNL qui s'appelle MyLumen et qui, en fait, intervient justement en appui aux équipes du communautaire, je pense partout à Montréal, puis peut-être même au-delà de la ville. Et cette activité-là, en fait, visait à offrir un soutien puis une base pour, en fait, savoir comment est-ce qu'on fait pour implanter un système de bien-être psychologique durable dans son organisation. Donc, ça a été intéressant. On a eu 8 participants, participantes qui étaient très interactifs et qui ont beaucoup interagi entre eux et réagi aux questions et aux différents moments de ce webinaire qui était donc animé par Yannick Fouda et qui a donné lieu vraiment à des discussions très porteuses sur ce qui pouvait fonctionner à partir de l'expérience aussi des participants et des participantes et en lien avec les contenus que Yannick présentait. La deuxième activité a été organisée par nos partenaires du projet de recherche, Hugues Laforce du Centre d'intervention Tracom et William Delisle de Club Annie, que j'ai déjà mentionné. Et ça s'est passé en personne au pavillon Notre-Dame-de-Grâce, donc au niveau du parc Giroir à NDG. C'était un très bel espace. On a fait ça sur une matinée. Malheureusement, il y a eu beaucoup de gens qui ont dû annuler parce que c'était le jour de la tempête de neige, le 26 janvier. Mais ça n'a pas empêché que les 3 personnes qui sont venues, les 3 gestionnaires qui sont venus étaient particulièrement engagés et avaient vraiment le souhait de partager leur expérience de la pandémie en lien avec les contenus que Hugues et William présentaient. En fait, c'était vraiment super porteur parce que c'était beaucoup sur les savoirs expérientiels, mais aussi avec des outils d'intervention très pratico-pratiques comme le plan de contingence que Hugues et William ont présenté pour donner, c'est ça, outiller en fait les gestionnaires pour faire face à la gestion en contexte de crise et donc essayer de partager leur propre expérience, leurs propres bons coups aussi pour faire face à ce type de contexte. Donc, voilà pour ce qui est des activités gestionnaires. Alors, place au témoignage maintenant. On a 2 personnes qui ont été participantes actives des activités pour les intervenants et pour les gestionnaires aussi. Donc, je vais laisser la parole à Catherine et ensuite à Ankutsa, puis je laisse Naïma animer cette partie. Parfait, merci beaucoup Lara. Donc, j'invite Catherine Théory, organisatrice communautaire à la Corporation de développement communautaire à Côte-des-Neiges, et Ankutsa Stan, coordonnatrice à l'intervention de Côte-des-Neiges et de Notre-Dame-de-Grâce à la Fondation de la Visite. En fait, c'est 2 de nos plus fidèles participantes aux activités que j'ai présentées tout à l'heure pour les intervenants et intervenantes. Donc, je te cède la parole, Catherine, et par la suite, tu peux intervenir à un coup de ça. Bienvenue à toutes les 2. Ben, merci aux organisatrices, à Naïma et à Laura. Pour moi, cette série d'activités, ça a commencé quand j'ai appris qu'une de mes collègues, pas à la CDC, mais à l'extérieur, sera en congé quelques semaines pour congé de maladie. Puis il y a eu une espèce de silence, une espèce de faut pas en parler. Fait que c'était pas un malaise, mais on n'a pas en parler parce que c'est comme ça, on n'en parle pas.
Puis c'est dommage parce qu'à plus petite échelle, dans un groupe d'amis, par exemple, on parle de burn-out, on parle de stress, puis on parle d'anxiété. Et ça, c'était venu me chercher. À mon avis, un arrêt de travail, un arrêt de maladie, il faut en parler. J'en ai fait un, puis quand j'en ai fait un, j'ai pas compris ce que c'était et il y a personne qui m'a vraiment aidé à comprendre non plus ce que c'était. Puis pendant les semaines que je travaillais pas, il y a personne qui a pris mes nouvelles et quand je suis revenue au travail, on a fait comme si j'étais partie un après-midi. J'aurais aimé savoir un texto ou un courriel d'une collègue, un message comme repose-toi, puis on s'en verra au travail quand tu vas revenir. Moi, j'avais pas de problème à dire hey, ma médecin m'a mis en congé, j'ai besoin de me reposer, donc je vais en profiter. Mais moi, c'est moi. Moi, j'ai pas de problème à parler de ces choses-là. Mais c'est également pour ça que j'avais proposé à Catherine là, de faire un atelier sur la déstigmatisation de l'épuisement professionnel. Donc, en relisant mes notes, je suis tombée sur le titre suivant, Fatigue de compassion, prendre soin de l'autre. Excuse-moi, j'ai tout croche. Fatigue de compassion, prendre soin de soi-même tout en prenant soin de l'autre. Puis je me rappelle, il y a quelques années, Boucard Diouf avait comme un peu parlé de ça, mais d'une autre manière, comme être égoïste ou altruiste avant. Comme quoi, être égoïste, ça nous permettait de prendre soin de nous, d'être plus fort pour l'autre. C'est pas toujours évident d'abord de prendre soin de soi, mais aussi de faire comprendre aux autres qu'on a besoin de se faire passer en premier. Moi, je suis pas une intervenante communautaire qui travaille avec une ou des populations vulnérables, mais je suis une sœur, une fille, une amie, une collègue. Et aussi, je côtoie des gens avec des vulnérabilités et moi-même, je vis avec des vulnérabilités. Donc, dans ma vie de tous les jours, comme plusieurs d'entre nous, on fait de l'intervention. Mais aussi, je travaille avec des intervenants et des intervenantes. Donc, je voulais être aussi un soutien pour ces personnes. Comme je vous ai dit, j'ai presque vécu un épuisement professionnel il y a quelques années, mais sans comprendre pourquoi et surtout comment ne pas en refaire un. Donc, je me suis surpris à le dire quelques fois, je ne veux pas en refaire un épuisement professionnel. C'est pour ça que j'ai assisté aux activités du Sherpa pour être en soutien auprès de mes collègues, mais pour comprendre ce qui s'est passé et pour faire attention de ne pas retomber dans cet épuisement. Évidemment, j'ai beaucoup appris. Voilà ce que ces rencontres, ces activités m'ont permis. D'abord, de prendre connaissance, d'avoir compris ce qui s'est passé avec ma santé mentale et comment y faire attention. Par exemple, je comprends maintenant ce que vous voulez dire sur le biais du médecin, humeur changeante et difficulté d'adaptation. Surtout que des fois, je me vantais de m'adapter, d'être flexible très souvent, mais là où est-ce que je travaillais, c'était too much, too much, too much. Il y avait une ambition qui se motivait à accepter des différents rôles, différents mandats, mais à un moment donné, c'est trop. Les activités du Sherpa m'ont également permis de comprendre l'importance des émotions et de saisir les conséquences si elles ne sont pas vécues. Je me rappelle la journée qu'on a travaillé sur ça. Bon, je ne me rappelle pas tant que ça. Je ne sais plus si c'était en janvier ou en février, mais je disais à mon conjoint, « Ah, c'est drôle, quand je suis stressée, je le vis en deux moments, comme dans ma tête, puis après ça, j'ai des boutons qui poussent. » Mais c'est pas vrai, c'est juste que mon corps n'est pas différent des autres, c'est juste que j'ai pas vécu mon émotion et mon corps parle. Donc, ce que je fais maintenant, j'adore les agendas. J'ai toujours un agenda avec moi. J'ai vu Merveille dans l'audience. Elle a vu que je mettais des couleurs dans mon agenda. Il n'y a absolument aucune légende, aucune cohérence dans tout ça, mais je mets à mon agenda des journées de repos. Donc, j'écris en gros repos. Puis quand quelqu'un m'appelle faire quelque chose, je dis je me repose aujourd'hui. Aussi, les rencontres organisées au Sherpa, un des objectifs, c'était peut-être pas du réseautage. En tout cas, je ne suis pas une grande fan de réseautage, mais lors des activités, des ateliers avec SWAD, j'ai pu rencontrer des personnes qui ont vécu des situations de dépression, de burn-out, de stress chronique. Il y avait une espèce de safe space, puis j'aimais beaucoup ça. Donc, ces safe space permettent de créer un sentiment de solidarité,
mais aussi pose une structure à une lutte contre une culture du burn-out, qui n'est pas nécessairement, ça ne vient pas de nos patrons, mais de tout en général, je trouve. Donc, ces journées au Sherpa m'ont également permis de connaître de nouveaux sports, donc la boxe, j'ai fait du pilates, mes collègues ont fait de la danse contemporaine et il y a eu de la danse jazz. C'est ça, un des objectifs de ces activités, c'était vraiment de repartir avec une espèce de boîte à outils. Les concepts que je mets en pratique, les outils, les 4 P, plus petit pas possible. Ça explique tellement de choses. Autant que je suis une personne all over the place, donc autant que je fais, c'est ça, que je suis un peu partout, autant que je fais des méthodes que j'appelle à l'escargot. C'est pas une méthode pantoute, mais c'est juste une façon à moi de dessiner les choses. Donc, je commence longtemps en avance, j'en fais un petit peu à chaque fois parce que et puis à la fin, l'objectif, là, c'est tu arrives au point final, mais tu n'es pas épuisé. C'est ça, les 4 P expliquent pourquoi, malgré toute ma bonne volonté de bouger et de sortir de ma zone de confort, je fige et je rate mes objectifs. Par exemple, en septembre dernier, je me suis inscrite à 4 cours dans des centres communautaires, donc cardio box, sérigraphie, espagnol et danse contemporaine, et j'ai tout botché. C'était trop. Puis c'est ça, les 4 P maintenant me permettent d'encourager les autres, mais aussi de revoir les choses d'une autre perspective. Puis ça me donne espoir qu'on peut entreprendre des choses, mais des fois, il faut juste y aller doucement. Puis aussi, j'arrive presque à la fin, soit nous avait donné comme devoir de vivre nos émotions. Puis, OK, on les vit, mais on fait quoi après? Ben, là, le RCR, donc R pour reconnexion avec soi, on reconnaît l'émotion et son existence. Le C pour comprendre l'expérience émotionnelle. Et le R pour réguler avec des stratégies saines. Par exemple, j'ai déjà eu un moment où est-ce que j'ai vécu un inconfort avec des images, ça c'est à l'extérieur dans la vie, puis ça m'amène une tristesse, une colère, ça va à l'encontre de mes valeurs, puis après ça, on essaie de voir quelles sont les stratégies. Donc, je m'étais embarquée dans un groupe d'activistes. C'est ça, j'avais jamais pensé à identifier mes émotions, et maintenant, c'est un travail qui me permet même d'en faire des arguments. Des fois, je l'utilise beaucoup plus dans le personnel, mais des fois, pour appuyer ce que je veux dire, je dis, ben, j'aimerais bien le faire, mais moi, je me sens pas heureuse, je me sens pas contente de le faire. Mais si on fait autre chose, ça serait plus cohérent avec ce que je ressens. C'est ça. Finalement, ces rencontres m'ont permis de faire la rencontre de Naïma et de Lara, 2 personnes bienveillantes et brillantes. Je dois dire que j'ai eu aussi accès à une super formatrice et consultante, Souad Maroufi. Je crois que beaucoup de gens sont, pour plusieurs raisons, réfractaires des fois à recourir à des psychologues, dont moi. Quand on me dit 10 séances, moi, je vois tout de suite 1000 c'est ça. Je tiens à souligner que il y a beaucoup de choses qui sont venues s'éclaircir dans ma tête et maintenant, les choses que j'ai apprises me permettent de faire attention dans le futur, à ne pas me surcharger, à ne pas me surmener. Et c'est ça qui termine ma petite présentation. Je te passe la parole, Anne-Claudia. Ah, ben merci Catherine, je suis tellement contente parce que tu mis le tapis t'as mis le tapis pour moi. Je suis Spotlight. Rebonjour tout le monde. Merci Catherine pour ton témoignage. C'est touchant d'aller en profondeur. Je vois que ta réflexion est très, très, très ouverte. Ça m'ouvre les yeux sur certaines affaires dans mon monde personnel à moi parce que ici, je suis en tant que gestionnaire des 2 équipes de la Fondation de la Visite, les équipes de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Côte-Saint-Luc-Amsterdam, pour donner tout le titre. Et je dois quand même faire une mise en contexte parce que d'abord, c'est mon sujet préféré, la Fondation de la Visite. Donc, je ne rate pas d'occasion à parler de ça.
La Fondation de la visite, en fait, ce qu'on fait, c'est la mission globale, c'est de prévenir la maltraitance et la négligence faite aux enfants. Et en fait, dans la réalité, il faut s'assurer que chaque nouveau-né a un milieu de vie accueillant et stimulant. Et ça veut dire que mes collègues qui travaillent sur le terrain dans les deux secteurs font des visites à domicile et d'accompagnement pour des familles de femmes enceintes et des nouveau-nés. Donc, dans notre structure, il y a un accompagnement que la coordonnatrice ou le coordonnateur fait, dans mon cas, la coordonnatrice en Koutsastan, dans le travail de chaque jour. Mais ce n'est pas pour faire une reddition de comptes à mes équipes à chaque jour, mais c'est un soutien. Et c'est un soutien qui est 24 sur 7. À leur tour, les parents visiteurs, nos mères visiteuses qui travaillent sur le terrain, sont appelés pour des urgences par des familles, donc sont disponibles 24/7. Alors moi aussi, je suis 24/7 disponible à cet effet. Et des fois, c'est comme les situations, c'est pas si grave que ça, c'est pas le 9 à 1, mais ça demande quand même un esprit d'être là tout le temps, prête à intervenir, prête à être en soutien. Et on a aussi un système que chaque mois, on voit nos intervenantes et on discute de chaque famille, de leur parcours, des défis, des enjeux. Et elles ont l'occasion simplement de vider leur sac, de nommer le dur à faire, le dur à vivre. Et je suis là à l'écoute. Et c'est pas mal tout. Je suis à l'écoute et je donne des fois un point de vue qui est un petit peu plus éloigné de la situation. Et la recherche et la participation, comme Catherine le disait, ben, tout d'abord, j'ai découvert deux personnes magnifiques, Lara, Naïma, mais j'ai redécouvert William et j'ai fait la belle découverte de Hugues. J'ai j'ai déjà fait des déclarations, donc je ne me répéterai pas. Des gens tellement professionnels qui sont dans cette optique de partage et qui fait en fait l'atmosphère si merveilleuse dans le communautaire. Parce que peu importe qui t'es et c'est quoi ton rôle, tu es là finalement pour t'assurer qu'il y a un bien-être quelque part que tu fais. Que tu as diminué un risque de suicide, que tu as intervenu dans une crise, que tu es là pour que le bébé soit stimulé et qu'il ait une meilleure vie par la suite, peu importe le domaine, on est tous ça pour un bien-être quelconque. Donc, je n'ai pas nommé la belle collaboration que j'ai toujours avec Multicaf. C'est un des organismes essentiels à Côte-des-Neiges. Et ça m'a fait réaliser que je me suis sentie validée dans le système que la Fondation de la Visite a de soutenir, disons, non-stop les équipes terrain. Et ça m'a donné aussi un élan de répéter ce qu'on a vu dans les ateliers, les notions qu'on les avait, mais passer aussi plus souvent au geste, à l'action. Donc, je ne sais pas, je ne me rappelle plus qui a dit répéter, c'est en fait, à la fin, tu vas apprendre comment faire. Donc, je ne sais plus d'où ça vient le dicton, mais en tant que gestionnaire, je me sens outillée plus et à pouvoir raisonner mon monde, de prendre soin d'elle dans mon cas. Pour moi c'est pas mal ça. Donc, j'ai été validée
Et on va continuer avec cet esprit. Souad, je n'ai pas nommé Souad, mon Dieu, quelle personne significative pour nos équipes. Je suis quelqu'un d'action et des fois, faut me dire non parce que je pousse. Donc, et mes équipes ont bien appris et vont me faire réagir, me rappeler. Tu te rappelles, Soit disait et Naïma qu'on peut toujours dire non. Donc là, cette fois-ci, je te dis non, cher Cordo. Une prochaine fois ou différemment comme Catherine le nommait tantôt. Donc, merci beaucoup pour cette occasion. Et je voulais dire un mot sur le déroulement. Comme je suis quelqu'un d'action, j'ai bien aimé la variété des activités qu'on a proposées. Mais il y a eu du tout. J'ai adoré le boxe, j'ai adoré la danse. Dommage que je n'ai pas pu me rendre pour l'activité des gestionnaires. Mais je vais peut-être écrire un courrier à Hugh pour qu'il m'envoie le matériel. Donc, merci encore une fois à tous ceux qui ont fait possible cette recherche, action et les résultats. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Disponible pour les questions si vous en avez. Merci beaucoup, Nkutsa. Merci, Catherine. C'était vraiment super touchant comme témoignage. Je vous remercie énormément d'avoir partagé ce que vous avez vécu, ce que vous avez retenu. C'est vraiment extrêmement intéressant à voir. Puis je vois des liens, mais je vais peut-être laisser la parole s'il y a des questions, des commentaires. S'il y a d'autres personnes qui étaient là et qui veulent prendre la parole, William, Hugues. Je vois Jean-Bernard aussi, qui était un de nos fidèles participants. Bonjour, Jean-Bernard. Si tu souhaites prendre la parole aussi, tu es le bienvenu. Vous pouvez lever la main, prendre la parole, écrire vos questions sur le chat. C'est vraiment comme vous préférez. Pardon, Graciela Bieto, je vais quand même allumer ma caméra pendant que je parle, c'est la moindre des choses. Bonjour tout le monde. J'ai envoyé un message parce que j'ai trouvé que le témoignage de Catherine était vraiment plein de sincérité et puis surtout elle nous fait confiance et ça je trouve que c'est un plus pour la communauté des travailleurs communautaires et je voulais savoir, vous avez exprimé que personne ne vous a contacté et je voulais savoir si suite à votre démarche ça a été abordé, est-ce que vous en avez parlé ouvertement? Puis, on parle beaucoup de diversité en ce moment et d'inclusion. Et je voulais savoir si dans vos équipes, il y a, je suppose, des gens qui viennent d'ailleurs comme moi. Est-ce que eux-mêmes sont restés silencieux ou est-ce qu'il y a un moment quand même où ils vous ont exprimé quelque chose? Merci. Mais merci. Puis c'était vraiment beau ton petit message, Graciela. C'était pas dans le communautaire, je me gênerais même pas, c'était dans le réseau de la santé. Quand je suis ressortie, j'ai perdu quand même beaucoup. Tu te rends compte que tes collègues, amis avec qui tu logeais tous les jours ont de la misère à te regarder dans les yeux. Puis j'ai perdu aussi ma relation à l'époque. Puis je dirais que c'est je sais pas trop, mais c'est vraiment le malaise autour du burn-out et de l'épuisement professionnel. Parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui disaient OK, mais où Catherine? OK, elle fait quoi, Catherine? Puis quelqu'un dit elle est en burn-out, puis on la laisse tranquille. C'est pour ça que quand j'en ai une qui est tombée en burn-out, j'ai écrit un message, j'espère que tout va bien. Puis pour moi, je trouve que, bon, je sais que c'est pas tout le monde qui apprécie ça, mais c'est un je pense à toi, mais t'es pas obligé de me donner une nouvelle. Je pense que c'était vraiment ça, une espèce de faut pas en parler, faut pas déranger, faut qu'elle se repose. Oui. Oui, en fait, je voulais exprimer que parfois, après, je sais pas si le terme c'est culturellement, mais euh, je parlerai pas au nom de tous les Africains non plus, mais nous, on a tendance à
beaucoup exprimer les choses. Après, il y a des personnalités comme partout. Et comment dire, on peut aussi se laisser emporter par cette vague de omerta et de on dit pas et de ceci et de cela. Et quand on parle de diversité, ben, je pense qu'il y a des choses à aller puiser aussi au sein des équipes et que peut-être quand on a des équipes multiculturelles, ça vaut la peine de demander un peu à tout le monde, ben, si on tendait la main, enfin tendre la main, c'est un grand mot, mais si on prenait des nouvelles d'un tel, un tel, comment est-ce que vous vous sentiez, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça? Puis d'écouter un peu les avis de tout le monde, s'il y a des gestionnaires parmi vous. C'est vrai qu'on est au Québec, on nous dit qu'il faut respecter la façon de faire et on est bien d'accord là-dessus. Toutefois, on a aussi des choses à apporter. Quand on est parti, on nous a dit que notre vie allait changer en arrivant ici, mais je pense que la vôtre peut changer, changer un peu aussi par rapport à notre présence ici, sans prétention aucune, on n'a pas la solution à tout, mais je crois qu'on a des ressources à l'intérieur. C'est ça l'essentiel de message. Merci. Merci beaucoup, Graziella. C'est un élément intéressant, tu sais, vu de cette perspective-là, effectivement. Merci beaucoup pour ta question et ton commentaire. Est-ce qu'on a d'autres questions, des commentaires? Oui, Graziella? Je vais refermer ma caméra parce que j'ai des allergies et ça m'oblige à la fixer et Pas de c'est souci. pas terrible. Pas de problème. Merci beaucoup. Avons-nous des questions, des commentaires, des ajouts au témoignage de Catherine et d'Ankutsa? Bon, moi, j'ai trouvé ça. Hein? On a une main là. Oui, Amélie, vas-y. Je me permets de faire du pouce sur le soutien que vous avez apporté dans vos activités aux gestionnaires des organismes parce que au sein de la table de concertation communautaire du RQCP, c'est un enjeu qui est beaucoup revenu. Non pas que les employés ne sont pas importants, loin de là, mais il faut que le capitaine tienne la proue du navire comme il faut pour que les choses pour se poursuivent. Et pendant la pandémie qui s'est allongée avec de multiples vagues, on revient un petit peu en arrière, on tombe en avant, puis je pense, je ne sais pas où vous en êtes là, dans le bilan là, des activités, mais je pense, si je peux me permettre, qu'il y a vraiment un potentiel à exploiter sur le soutien aux gestionnaires des organismes communautaires, que ce soit au sein du RQCP ou on l'espère, futur réseau sur la préparation de crise affectant la santé. Je pense qu'il y a vraiment un filon à exploiter, puis je voulais juste, puis qu'il y a des vrais besoins. Fait que je voulais quand même le mentionner parce qu'au sein de notre table, au sein du réseau, ça a beaucoup été mentionné. Puis je vais leur partager, bien sûr, ce webinaire. Mais encore. Oui, non, c'est un super bon point. Puis ça met très bien la table parce que je voulais relancer Ankutsa parce qu'Ankutsa, elle avait deux chapeaux, en fait, avec sa participation. Puis c'est ça que je trouvais super intéressant dans son témoignage. Parce que oui, elle participait, elle profitait de ces espaces-là, elle a trouvé son compte, mais ça l'a aussi mis dans une position de sensibilisation envers son équipe, les membres de son équipe, parce qu'elle est gestionnaire, elle est coordonnatrice d'une super belle équipe où les membres étaient quand même, je dirais, presque présents à toutes les rencontres et à toutes les activités. Puis ça, je trouvais ça vraiment super pertinent. Fait que si tu veux un peu nous dire quelques mots un peu sur ce double rôle que tu avais eu à Ankutsa, puis par la suite, peut-être William et Hugues, si vous voulez un peu renchérir avec les activités, notamment pour les gestionnaires. Oui, je trouve que j'avais plusieurs chapeaux parce que dans ma vie personnelle, je suis une maman de 3 enfants, de la neurodiversité. Et ça nous sollicite beaucoup comme parents. Ça devient un style de vie qui est des fois très, très, très demandant. Donc, dans les ateliers, j'allais chercher aussi des petites choses à faire pour décrocher de tous les 3 chapeaux, enlever tous les 3 chapeaux pour nourrir les uns les autres. Et ce qui a été intéressant dans les ateliers, à participer avec mes équipes, c'est on a un sujet commun, on avait déjà des sujets en commun, mais là, on peut avoir des références. Comme je l'avais nommé tantôt, je me fais dire, Swad nous a dit de dire non, tu te rappelles. Donc, et j'avoue qu'aussi, dans le communautaire, souvent, la partie
team building, comme on n'a pas beaucoup de sous à organiser des choses, ça compte sur les gestionnaires d'avoir du fun. Et nous, on fait souvent des potluck, on mange ensemble, mais à un moment donné, potluck après potluck, on voit juste les kilos qui s'ajoutent, pas plus que ça. Donc, on avait besoin d'un cadre aussi pour aller chercher des moyens à prendre soin de nous. Et dans le même temps, il y a un retour de la part de l'équipe qui est maintenant plus conscientisé, beaucoup plus conscientisé de mon rôle et de combien je tiens sur mes épaules. Et je me fais également dire, ralentis un peu, ce n'est pas grave si ça n'arrive pas aujourd'hui. Donc, c'est retombée de tisser des liens plus forts qu'on avait déjà. Naïma nommait tantôt que sont des super belles équipes qui vivent au quotidien des enjeux avec les familles qui sont souvent confrontées dans leurs valeurs, qui sont invitées à se dépasser même physiquement. Là. Imaginez un hiver pousser une poussette avec une maman sur la côte pour arriver au CLSC. Doit avoir un mental et un physique fort. Donc, je pense que je pourrais faire toute une liste de retombées et beaucoup d'avantages qu'on a tirés en tant qu'équipe globale, Cordo et Mère Visiteuse. C'était... Et ma question, je l'avais posée autant que d'achaler les deux chères chercheuses. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? La fille d'action revient. Est-ce qu'on continue? Parce que c'est super intéressant de continuer. Et autant de retombées, c'est magnifique. Et je suis sûre que ce que moi j'ai vécu, ça peut s'ajouter à ce que les autres ont vécu. Donc, il y a un multifacette des résultats de la participation. Oui, J'ai trop c'est parlé, hein? Non, non, c'est parfait. Un coup de ça, c'est vraiment très intéressant. Puis oui, dans la deuxième partie, on va mettre le poids sur Jean-François et Catherine pour la suite, un peu de tout ce qui a été bâti avec la communauté. Effectivement, c'est un point très important. Peut-être, si tu permets, Amélie, on donnerait la parole à Hugues et à William pour dire quelques mots pour leur expérience pour les activités gestionnaires. Oui, Hugues, vas-y. Oui, ben, en fait, je ne sais pas par qui je pourrais faire transiter la présentation PowerPoint que William et moi on avait préparée là, pour l'atelier, mais ça me fera certainement plaisir là, de le faire parvenir pour qu'il soit distribué at large. Moi, en fait, c'est sûr qu'il y a tout un côté altruiste de vouloir organiser un atelier, mais en bout de ligne, là, si je regarde en rétrospect, je trouve que l'atelier m'a aussi beaucoup servi à me rendre compte à quel point j'étais chanceux de pouvoir compter effectivement sur des appuis, sur du soutien pendant tout ce temps de pandémie-là. Puis bon, quand on bâtit un atelier pour donner des enlignements ou des suggestions pour comment prévenir pas une future pandémie, parce qu'on souhaite tous qu'on n'en aura pas d'autres à vivre, mais n'importe quelle situation, que ce soit au niveau de la gestion, juste la gestion du roulement de personnel puis de la main-d'œuvre et tout ça, c'est une certaine crise en soi qui est durable. Mais ça fait prendre conscience qu'il y a des outils simples pour arriver à s'en sortir ou à sortir son épingle du jeu. Puis certainement de pouvoir compter sur le soutien d'un conseil d'administration ou de certains membres du conseil d'administration, de certains partenaires qu'on aurait identifiés au préalable pour certaines situations de crise qui pourraient survenir. De certains outils, effectivement, là, qu'on a partagés là, au niveau d'un plan de contingence en fonction de comment évaluer notre capacité à offrir nos services en fonction des ressources humaines qui nous restent pour les offrir. C'est certainement un exercice là, dont on ne peut pas se priver, surtout pas, effectivement, là, avec la pénurie de main-d'œuvre qui va perdurer. Donc, ça m'a apporté beaucoup aussi de gratitude par rapport au milieu dans lequel j'évolue, puis de me rendre compte que c'est effectivement peut-être pas
c'est peut-être pas... les gens n'ont pas toute cette chance-là. En même temps, on fait sa chance. Je pense que c'est un peu comme on a dit dans l'atelier, il faut faire sa chance aussi. Donc, il y a définitivement des choses qu'on peut mettre en place pour améliorer les chances qu'on perde moins de plumes dans des situations plus de crise. Et entre autres choses, ce qui est important, c'est évidemment d'aller chercher l'information, de ne pas rester dans une position plus de passivité, puis d'attendre les informations, mais beaucoup plus d'être dans un rôle actif au niveau des informations à aller chercher, parce que par ailleurs, on peut les communiquer par la suite à l'équipe, être rassurant au niveau de l'équipe, puis apporter un meilleur soutien à l'équipe. Je pense que c'est ça qui est important comme gestionnaire, parce qu'on a cette responsabilité-là vis-à-vis de nos équipes, de leur donner ce soutien-là, leur apporter le soutien, mais nous-mêmes, on doit évidemment aller le chercher pour être des meilleurs soutenants là, avec nos équipes d'intervenants. Merci beaucoup, Hugues. Très intéressant. William, veux-tu dire quelques mots? Je sais pas, Hugues a dit pas mal de choses. Il résume bien nos positions. En fait, moi, je pense qu'il y a toute une question aussi sur le style de gestion. C'est ce qu'on a vu durant la pandémie et dans la recherche aussi. Je pense que ça a un gros impact sur comment un organisme peut accuser le coup d'une crise. Et c'est souvent, en tout cas, ça c'est peut-être moi des formations professionnelles ou je sais pas quoi, mais souvent la gestion participative était vue quand même plus positivement. C'est-à-dire un partage de responsabilités, un partage dans les choix d'une organisation, d'une institution. Je pense que c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une hiérarchisation des décisions durant la crise, ça permettait plus comment dire, ça permettait à l'équipe de plus s'adapter, en fait, vu qu'elle participait plus aux décisions, en fait, et à comment l'organisation comment dire, se travaillait durant la crise. Donc oui, c'est ça. Je sais pas. En fait, moi, j'ai été très content, même si on était juste 3 dans une tempête de neige, j'étais très content de l'expérience de présenter cet atelier-là avec Hugues, parce que c'était quand même 3 organisations très différentes aussi qui étaient représentées, et je pense que c'était symptomatique de notre quartier, de notre arrondissement, et c'est ça qui est très riche, en fait, à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Et je pense que ça a permis aussi de voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs. Parce qu'on est vraiment en apprentissage constant là, depuis les 3 dernières années. On n'était pas prêt nécessairement à tout ce que nous avons vécu. Et je pense que cet apprentissage-là doit continuer autant chez les gestionnaires que chez les intervenants. Donc, voilà, je vais arrêter là. Merci beaucoup, William. Donc, je vois le temps qui file. Je vais peut-être passer la parole à Lara pour la deuxième partie de ce webinaire. Ah, Jean-Bernard, oui, tu veux dire quelques mots? Oui, c'est sûr, j'ai manqué un gros bout du début, là, mais en tout cas, je sais que l'OMS a dit que la pandémie était terminée, là, mais moi, qu'est-ce que je constate, c'est que c'est de loin pas terminé. Parce qu'il y a des dégâts qui ont été faits, il y a des gens qui se sont ramassés tout seuls chez eux, qui ont manqué de support, ça a peut-être exacerbé des situations de dépression et qu'il y a aujourd'hui encore des gens qui n'osent pas sortir de chez eux, peut-être encore à cause des conséquences de la pandémie. Et oui, bon, et il y a des gens qui sont à risque de suicide aussi à cause de ça, ou même qui passent à l'acte encore en ce moment-ci à cause de ces situations-là. Et donc, je pense qu'on est de loin pas sorti. Si je peux me permettre, je veux vraiment faire du pouce là-dessus parce que ce que vous dites, Jean-Bernard, c'est super important. Dans une crise comme celle qu'on a vécue, le rétablissement est une phase de la crise. Et là, on est dans un contexte où les gouvernements ne veulent plus entendre parler de la crise. Donc, on fait
Dans le milieu de la santé, en tout cas, on est dans un déni total qu'il y a une phase de rétablissement à vivre et ils ne sont pas capables de l'assumer au niveau gouvernemental. Le système est brisé, là, ils ont de la misère à s'en relever pour avoir le minimum là, des services disponibles. Mais il faut le dire et le répéter que le rétablissement, je ne dis pas retour à la normale, je dis bien rétablissement, est une phase de la crise et plus on le dit, plus on le répète, plus ça va être entendu. Fait que c'est vraiment pertinent ce que vous avez dit, puis c'est légitime. Et là, la société, l'ensemble des intervenants ne se sont pas organisés autour d'une phase de rétablissement. Donc ça, je pense que c'est à retenir pour même la suite des choses là, pour le projet. Tout à fait. Donc, je vais passer la parole à Lara. Mais ça fait une super belle transition avec la prochaine intervention qui parle justement des différentes phases de crise. Puis, on est très heureux d'accueillir Jean-François Labadie qui va nous faire cette présentation sur ce thème-là. Jean-François est conseiller développement communautaire et chef d'équipe à l'arrondissement Côte-des-Neiges NDG à la Ville de Montréal. Il travaille pour le compte de la Ville de Montréal depuis 2019. Avant ça, il a travaillé dans le secteur de la santé et des services sociaux, dans les C3S, etc. Puis, il a aussi travaillé en développement international. J'ai vu qu'il avait d'ailleurs collaboré avec l'unité de santé internationale de l'Université de Montréal. Donc, ça m'a fait sourire. Ils sont très proches de nous à l'ESPUM. Donc, ça fait des liens intéressants. En tout cas, merci à toi, Jean-François, et à toi la parole. Écoute, je vais partager mon écran. Je ne sais pas pourquoi. J'avais l'impression que ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas ce que vous voyez. Là, c'est bon. C'est revenu. Vous voyez mon écran? OK. C'est intéressant que tu fasses référence à mon expérience en fait à l'ESPUM, puis entre autres à l'Unité de santé internationale de l'Université de Montréal. Parce que quand j'ai reçu le titre de la présentation, j'ai un peu paniqué en me disant théorisation des crises. Je me suis dit, oups, on rentre peut-être dans un niveau de conceptualisation. Mais ce qui m'a frappé le plus en lisant ça, c'est une expérience personnelle que j'ai vécue justement avec l'Unité de santé internationale de l'Université de Montréal. J'ai été en Haïti quand il y a eu le tremblement de terre. Donc, j'ai vécu le tremblement de terre. J'étais là depuis un an avant. Donc, je suis arrivé en 2018, tremblement de terre en janvier 2010. Et je suis resté jusqu'en 2014 en Haïti. Donc, j'ai vécu ce qu'on appelle une crise, une vraie crise. Donc, un tremblement de terre. Je pense que tout le monde en a entendu parler amplement du tremblement de terre. Et un des constats que je faisais, c'est que je pense qu'on ne comprend pas ce que c'est qu'une crise. Et qu'on a souvent, puis là, je fais référence aux derniers commentaires là, qui ont été faits dans les 3-4 dernières minutes. C'est quand est-ce qu'une crise commence, quand est-ce qu'une crise arrête, qu'est-ce que ça veut dire être dans une crise. Ça m'avait frappé au tremblement de terre haïtien que, en fin de compte, on était dans une crise perpétuelle. On était dans une situation, dans un pays compliqué, difficile, où après un ouragan, puis un autre ouragan, il y avait un tremblement de terre, puis après, il y a eu des troubles politiques. Donc, la crise, elle était continuelle, c'était évident. Et une des choses qui m'a frappé avec la pandémie, j'étais à la Ville de Montréal, au central, au moment de la pandémie. Donc, on était associé à tout ce qui s'est fait en matière de sécurité alimentaire, donc la mobilisation des groupes, puis tout ce que ça a eu comme conséquence pour tout le monde. Et ce qui me frappait, c'était qu'on était comme dans une espèce de crise continue. Il n'y avait comme pas de fin à ce processus-là, là, où normalement, dans une crise, on rentre dans la crise, puis on sort, puis on retombe dans un espace de normalité. Mais là, c'est comme si il y avait des soubresauts continuels. Donc, avant de revenir à une zone de normalité, en fait, je ne sais même plus si le mot normal a du sens dans ce contexte-là. Et je pense juste, par exemple, au télétravail. Là, on est tous assis chez nous. C'est devenu notre nouvelle normalité. On n'est pas revenu à quelque chose de normal. On a été appelé à réorganiser notre vie personnelle et professionnelle autour de la maison, autour du domicile. Et ça aussi, je pense qu'en termes de définition de ce qu'est une crise et donc potentiellement d'une sortie de crise, je ne suis pas sûr que la chose existe réellement. Donc, peut-être rapidement, là, j'ai vu le temps, donc je vais essayer d'aller rapidement. Juste pour vous dire deux éléments sur lesquels je voudrais revenir aujourd'hui. Donc, la logique de crise, là, ce que je viens un peu de commencer. Et j'aimerais ça qu'on s'intéresse au risque organisationnel dans une situation de crise. C'est quoi l'impact d'une crise sur une organisation? Je pense qu'il y a des choses importantes là-dedans. Et après ça, dans ma posture plus de partenaire public, partenaire institutionnel, donc de l'arrondissement,
c'est quoi le rôle des arrondissements face aux organismes? Et dans un contexte de crise en particulier, moi, ce qui m'a frappé, je suis à l'arrondissement depuis à peu près 1 an, et quand je suis allé à la présentation des résultats, je pense au printemps passé ou au début de l'été passé, ça m'a frappé comment ce genre d'expérience-là est, à mon avis, structurante et fondatrice pour des acteurs communautaires d'un quartier, d'un arrondissement. Et donc, la question qui suit, pour moi, comme partenaire institutionnel ou bailleur dans un processus comme celui-là, c'est quel est notre rôle face à cette dimension structurante-là et comment on peut, nous, soutenir, accompagner ces processus-là qui sont, je pense que tout le monde l'a nommé là, par l'expérience de Catherine au début, ou par celle de la Fondation de la Visite, ou par les commentaires de tout le monde, ça devient ça doit faire partie d'un environnement de travail dans des contextes hautement vulnérables par la population, par le financement et par d'autres facteurs. Donc, rapidement, 2, 3 éléments. Le premier, bon, je suis retourné dans les définitions de la crise, là. On parle d'une situation insolite euh, qui place tout le monde dans une zone d'instabilité. Donc là, on rentre organisationnellement dans une zone d'instabilité, donc personnellement, émotivement aussi dans une zone d'instabilité, qui impose une gouvernance spécifique. Ça, c'est aussi intéressant. On va y revenir un peu plus tard, vous allez voir, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose là, et quand on pense aux risques organisationnels, c'est des risques d'autonomie, c'est des risques de gouvernance, c'est des risques de pratique. Tantôt, il y a quelqu'un qui parlait des pratiques. Nos pratiques, nos façons de faire en milieu communautaire peuvent être bouleversées en situation de, de crise. Et théoriquement, ça nous amène dans un mode usuel de vie, c'est-à-dire que on devrait revenir dans un mode usuel, mais je pense que ce n'est pas nécessairement la situation dans laquelle on se retrouve. Et donc, on voit bien normalement là, la courbe, puis on devrait retrouver une espèce de normalité après revenir à quelque chose qui était potentiellement normal ou qui précédait le moment de la crise. Moi, ce que ça m'amène à me poser comme question, puis tantôt, il y a des gens qui ont mentionné ça, est-ce qu'on n'est pas face de manière continuelle face à des crises? Prenons la crise des ressources humaines actuellement, la capacité d'embauche des organisations, la crise économique dans laquelle beaucoup de personnes avec lesquelles on est appelé à travailler, potentiellement même des travailleurs d'organismes communautaires, sont confrontés par leurs conditions de rémunération, entre autres, puis par d'autres conditions de vie qui sont liées là, à leur travail. Donc, puis aussi, la chose qui me frappe tout le temps, c'est, puis ça m'avait frappé en Haïti, puis c'est pour ça que je fais le rapport avec mon expérience haïtienne, c'est est-ce qu'on est face à l'émergence de nouveaux problèmes ou on est face à la mise en lumière d'enjeux qui existaient au préalable, mais qui deviennent encore plus forts? Je parle dossier qui est apparu dans l'espace public, puis dans notre espace, nous, comme bailleurs, au moment de la crise, c'est toute la fracture numérique. La fracture numérique, elle existait avant. Elle était juste réfléchie autrement. Et dans le contexte de la crise, dans le contexte des besoins du marché du travail, puis des besoins du monde scolaire, de pouvoir scolariser des enfants à la maison, permettre à des employés de travailler à domicile, c'est là que la crise, c'est là que la fracture numérique prend un sens public, que les gens disent ah, il faut qu'on s'en préoccupe. Elle existait au préalable. On ne s'en préoccupait pas parce que c'était une histoire de personnel, je suis capable de me le payer, je ne suis pas capable de me le payer. Mais à partir du moment où ça devient une exigence pour la scolarisation des enfants, ça devient une exigence pour le travail, ça devient une exigence aussi pour les activités auxquelles on veut s'inscrire, à essayer d'aller, au moment de la crise, patiner à l'aréna au coin de chez vous. S'il faut que tu t'inscrives sur Internet avant d'aller patiner, puis tu n'as pas d'Internet à la maison, ben, ça veut dire que tu ne peux pas aller patiner. Ça veut dire que tes enfants ne peuvent pas aller patiner. Donc, c'est comme si ce genre d'enjeux-là qui existent, ce genre d'inégalités-là existent dans notre société, dans une zone de pseudo-normalité, parce que je reviens sur l'idée que je ne suis pas sûr qu'on était dans une normalité avant la crise. La crise fait juste émerger ce genre d'enjeux-là qui était présent au préalable. Donc, je pense qu'il faut aussi se rappeler ça, que des fois, de réfléchir les choses en termes de crise, je ne suis pas sûr que c'est la bonne prise. On est face à des inégalités continuelles et je pense qu'il faut qu'on se donne des moyens de pouvoir passer par ces crises-là.
Une des choses qui était intéressante quand j'étais dans mon expérience haïtienne, j'ai été associé à des séminaires de doctorat puis de maîtrise sur la crise, la gestion de crise et tout ça. Et il y a dans les modèles, en fait, je suis allé repiquer dans ma documentation certaines choses, comment, au plan de la gouvernance et de la gestion d'une organisation, d'un travail, comment la situation dite normale versus la situation de crise impose des choix et des façons de faire qui sont complètement différentes. Tantôt, j'ai entendu quelqu'un nous dire, on a été obligé de développer des nouvelles pratiques. On est obligé d'ouvrir des champs d'action comme organisme à cause de la crise. Donc, on voit là des organismes qui avaient une mission, qui avaient un fondement, se voir un peu dénaturés par la crise, se dénaturer aussi parce que là, il y a des opportunités de financement qui apparaissent. Puis le financement, malheureusement ou heureusement, c'est le nerf de la guerre dans beaucoup de cas. Donc, ça amène des organisations à devoir se redéfinir rapidement. Je vais donner l'exemple simple de la Ville de Montréal qui n'avait pas nécessairement un très, très grand engagement autour de l'insécurité alimentaire. C'est devenu un champ d'expertise de la Ville, l'insécurité alimentaire. On a des équipes maintenant. Même chose pour l'itinérance. C'est vrai dans certains arrondissements, mais pas de. Donc, on voit là comment ce qui était déterminé localement comme enjeu prioritaire ou comme problématique sur lequel on veut intervenir, comme OBNL ou comme organisme communautaire, ben, la crise impose quelque chose d'autre. Même chose pour le type de financement. Hein. Donc, normalement, on cherche un financement par programme, un financement qui a une récurrence, mais quand la crise arrive, on est sur du financement ad hoc, des projets exceptionnels, donc du court terme, ça aussi, ça vient bousculer les façons de faire. Le type de collaboration qu'on va établir avec notre bailleur, donc soit qu'on est dans une collaboration inscrite dans le temps ou on est à l'inverse, lié au fait qu'on a un financement conjoncturel avec le gouvernement canadien ou avec tel organisme, parce que l'argent est passé par cet organisme-là. Il y a par exemple la fondation, des Philanthropie de Canada qui est arrivée à Montréal et qui a créé rapidement des concertations, qui a financé des concertations locales. Tout ça a pris sens, a imposé une nouvelle façon de faire au monde communautaire, puis pour voir quelles sont les conséquences et les retombées potentielles de ça à terme pour les organisations. Puis bien évidemment, le soutien puis le renforcement organisationnel. Si on est dans une logique de stabilité, permanence de fonctionnement puis de financement, ben on est potentiellement plus en mesure de mettre ça en œuvre que quand on est en situation de crise, où là, en situation de crise, on va à l'essentiel, donc, ou on va à l'urgence d'une certaine façon. Donc, les professionnels de chez nous sont peut-être moins touchés par ces éléments-là. Ça m'amène aussi, le deuxième volet sur lequel je voulais revenir, c'est sur le rôle du monde municipal par rapport au financement des OBNL ou par rapport au soutien au développement social de manière générale. Je vais passer vite sur cette diapo-là, mais c'est juste pour vous rappeler que théoriquement, dans les lois, même dans la structure budgétaire des villes, les municipalités n'ont pas de responsabilité formelle en matière de développement social. Dans les faits, au cours des années, le gouvernement du Québec nous a donné, retiré différentes responsabilités, mais sur plusieurs champs d'intervention dans lesquels on est mobilisé, on n'a pas une légitimité formelle, légale, au sens de la loi, d'intervenir. Il n'y a pas, par exemple, dans le monde municipal, l'équivalent de ce que vous retrouvez au ministère de la Santé ou dans d'autres ministères, comme ce qu'on appelle le PSOC. Donc, il y a une responsabilité de plusieurs ministères de faire vivre, de soutenir des organismes communautaires dans des champs d'action spécifiques en matière d'environnement ou en matière de santé, par exemple, ou de services sociaux. La Ville n'a pas formellement cette responsabilité-là et de fil en aiguille, au cours des années, ce qu'on a constaté, c'est que, puis par toutes sortes de facteurs, de désengagement de l'État dans certains secteurs, vous savez, par exemple, maintenant, dans plusieurs arrondissements, il y a ce qu'on appelle des agents de liaison d'intervention sociale. Ce sont des personnes qui font le travail des services sociaux pour les gens pour lesquels on est appelé à vider leur appartement parce qu'il y a une question d'insalubrité ou autre. Donc, l'accompagnement de ces personnes-là, qui ont soit des problèmes de santé mentale, des personnes âgées, des personnes qui ont des limitations fonctionnelles, qui sont prises dans un logement insalubre,
Donc, l'accompagnement individuel de ces personnes-là, qui normalement est pris en charge par les services sociaux, mais là, dans plusieurs arrondissements, n'est pas pris en charge par les services sociaux. Et donc, les municipalités se sont dotées de ce genre d'expertise-là au fur et à mesure parce qu'il y a une forme de désengagement. On a vu le nombre d'organisateurs communautaires divisé par 2 au cours des dernières années dans les CIUS. Et ça veut dire une charge plus grande pour les gens dans le monde municipal. Puis, en parallèle de ça, on a vu la Ville prendre de plus en plus d'engagement sur le dossier de la pauvreté, sur le dossier de l'itinérance, sur le dossier de l'immigration. La Ville s'est dotée d'une politique de développement social. Donc, la Ville prend des engagements sans avoir nécessairement les assises et les bases légales pour le faire. Ce qui fait en sorte qu'il y a une augmentation effective de nos engagements, de notre positionnement sur plein de sujets. Et ça va nous amener à revoir nos façons de faire. Et je voulais juste vous donner une petite donnée par rapport au financement des OBNL, juste pour nous rappeler que Montréal est vraiment sous-doté en fonction du plan des organismes communautaires. Ça, c'est des données du SAQEC. Puis quand on regarde de manière générale les données du SAQEC, le SAQEC, c'est le Secrétariat d'action communautaire autonome et d'innovation sociale du gouvernement du Québec. On voit là, que dans l'ensemble du Québec, c'est autour de 57 60 en fait, des organismes qui ont un financement à la mission. Okay? Et quand on regarde pour la réalité montréalaise, c'est 10 moins. Et puis, quand on regarde les chiffres de financement par tête de pipe ou le nombre d'organismes par tête de pipe, Montréal arrive toujours en bout de ligne. Donc, clairement, il y a un enjeu là, il y a une limitation des organismes communautaires et de leur capacité de fonctionner qui viennent du gouvernement du Québec, donc ce qui crée une pression accentuée pour nous dans les arrondissements. La suite pour nous, c'est vraiment dans la suite de la politique montréalaise pour l'action communautaire là, qui a été adoptée en 2020, si ma mémoire est bonne, dans laquelle il y a bien évidemment une nouvelle posture qu'on essaie de prendre comme ville dans notre rôle face aux organismes communautaires puis le soutien qu'on peut leur offrir. Donc, grosso modo, la politique reconnaît bien évidemment le milieu communautaire comme un contributeur essentiel, mais surtout comme un détenteur d'une expertise spécifique que pas d'autres acteurs sont en mesure d'avoir. L'idée de respecter et de valoriser, surtout le mot valoriser est important, l'autonomie des groupes dans leur façon de faire. Puis développer des partenariats qu'on appelle éthiques avec le milieu communautaire. Il y a une table qui a été constituée pour le suivi de cette politique-là, où le monde communautaire est représenté de mémoire par la Coalition montréalaise des tables de quartier et par le PSOC. Pas le PSOC, mais le RIOC-M, je pense, qui représente les groupes communautaires sur cette table-là. Mais je pense qu'il y a des choses importantes parmi là, les enjeux des partenariats éthiques. Il y a des choses qui sont dans notre cours, donc on harmonise nos façons de faire comme monde municipal, qu'on respecte les pratiques du milieu communautaire et surtout qu'on essaie de réduire le fardeau administratif lié aux organismes. À la vie des organismes, là, dans notre arrondissement, on a des organismes qui ont 9 conventions différentes avec nous. Ça veut dire qu'une direction d'organisme gère 9 ententes, contrats et autres types pour le même financement, les mêmes activités. Donc, il y a quelque chose dans nos façons de faire si on veut mieux soutenir les organismes et leur donner leur capacité ou une capacité plus grande. Et dans ce contexte-là, on est en train, au niveau municipal, mais aussi au sein de notre arrondissement, d'essayer de voir comment on peut, dans les 3 types de soutien définis par la politique, là, donc financier, locatif et professionnel, entre autres, de reconnaître la récurrence. Parce que je vais donner l'exemple des tables de quartier qu'on finance sur une base annuelle depuis 25 ans et qui, en théorie, qu'on va financer sur une base annuelle pour les 25 prochaines années parce qu'on a besoin des tables de quartier puis que ça fait partie de notre stratégie de développement local. Donc, comment on est capable de reconnaître la récurrence, donc diminuer potentiellement le facteur de stress pour un organisme ou pour des travailleurs au sein d'un organisme de se voir refinancer l'année prochaine ou non. Là, donc, il y a toutes ces préoccupations-là. Mais aussi, suite, entre autres, aux travaux qui ont été faits dans le cadre de ce projet de recherche-là, comment on est capable d'offrir la capacité aux OBNL. Et là, il faudra le réfléchir d'une manière, je dirais, pas par organisme nécessairement, mais de manière intégrée autour des concertations, comment on est capable d'offrir un soutien aux intervenants. Puis là, on parle de formation, mais aussi on parle des dimensions qui sont plus là, liées au projet de recherche, plus
sous l'angle de la santé mentale puis de la capacité des personnes de faire face aux défis. Et comme je le répète, aux crises continuelles dans lesquelles on est malheureusement appelé à vivre depuis quelques années et qu'on devrait continuer de vivre encore pendant quelques années. Donc, je laisse la parole, je pense, à Catherine. Merci beaucoup, Jean-François. Bonjour tout le Catherine, monde. Oui, excusez-moi, désolée, je je te laisse cherche te mon... présenter. Oui, bonjour. En fait, je vais être très brève, en fait, parce que je pense que, en fait, il reste plus beaucoup de temps, mais surtout, en fait, les intervenants avant moi ont dit pas mal l'essentiel en fait, on fait ressortir l'essentiel de ce projet-là et de son importance, en fait. Je voulais d'abord remercier la merveilleuse équipe qui a travaillé sur le projet, les partenaires financiers, mais aussi tous les gens qui ont pris part, intervenants, gestionnaires. Je pense que la réussite du projet a aussi validé sa pertinence puis son intérêt, en fait. On l'a dit, en fait, Amélie disait qu'on n'est pas... On n'est pas à la... Oui, on est dans c'est la sortie de la crise, mais on est dans une période de rétablissement. Puis ce que Jean-François disait, c'est une crise continue, puis c'est ce que je constate depuis que je suis arrivée à Côte-des-Neiges. En fait, j'ai l'impression que c'est toujours la crise, que ça soit la crise sanitaire qui a été suivie par la crise économique, qui a été suivie par la crise d'accueil des demandeurs d'asile, qui est en fait des crises quotidiennes de la clinique d'impôt. L'autre jour, j'étais dans l'ascenseur un vendredi matin avant le 1er mai et une intervenante me dit, Catherine, elle avait l'air un peu découragée, elle dit, on a reçu 1600 demandes en fait. Puis j'essayais de voir une équipe d'une trentaine de personnes où c'est un tout petit dossier qui ont à gérer 1600 demandes, donc 1600 ménages. Puis vendredi matin, elle me disait, on continue à en recevoir, puis on doit y répondre. Puis c'est un peu ça la réalité du communautaire actuellement. C'est vraiment c'est un épuisement constant des crises, des réponses, en fait, des demandes auxquelles on doit répondre, auxquelles les groupes se sentent obligés de répondre parce qu'il y a toute une responsabilité d'agir, de soutenir des populations très vulnérables, mais souvent avec les moyens du bord. Et les gens tombent malades, mais ne peuvent pas se le permettre. Et on parlait, en fait, oui, il y a les intervenants, mais il y a les directions. Des fois, je regarde autour de moi, puis je me dis, si les directions se mettent à tomber une après l'autre, qu'est-ce qui va arriver au quartier, en fait? Puis ça c'est inquiétant aussi, en fait. Amélie l'a dit tantôt, mais c'est une préoccupation, en fait, si les équipes, y compris les gestionnaires, tombent, mais on ne pourra plus répondre à ces besoins-là. Donc, nous, comme CDC, il faut réfléchir, on a commencé cette réflexion-là, comment soutenir nos membres, comment soutenir le secteur pour proposer des mesures, en fait, structurantes, en fait, avec une poursuite des activités qu'on a entamées, en fait, avec toute l'équipe qui sont super pertinentes. Comment créer plus d'espace pour que les gens se retrouvent, réseautent, s'amusent, en fait, parce que ça a été, en fait, des beaux moments aussi, en fait, ventilent aussi, parce que c'est... Donc, on veut essayer de multiplier les dîners-causeries, des pique-niques, des sorties, des activités de bien-être. Essayer de voir si on peut créer des espaces communs, en fait, un local où les gens peuvent se retrouver autour d'une machine à café, d'un thé ou peu importe pour partager. Des journées de ressourcement, on parle notamment d'organiser une journée au moins par année pour que les intervenants puissent se retrouver et en fait valoriser leur travail, mais aussi réseauter, se connaître parce qu'il y a énormément de roulement de personnel. Donc, comment créer un événement qui permettra en fait aux gens de se connaître, d'échanger, de connaître les ressources du quartier. Et puis, en fait, c'est ça, de mettre en valeur ce travail-là. On fait la journée des intervenants qui reviendrait chaque année. Mais en fait, puisque Jean-François a très bien expliqué, je pense qu'il faut avoir une réflexion plus profonde sur des mesures structurantes, le plaidoyer qu'on doit mener pour que ça soit plus avec les ressources du bar qu'on gère des crises une après l'autre parce que les gens n'y arriveront pas. Donc, le soutien à la mission et des soutiens qui ne sont plus basés sur des projets qui sont toujours à refaire, qui sont toujours à réinventer, en fait, à innover, mais vraiment
doter le secteur communautaire des moyens nécessaires pour qu'il puisse vraiment répondre aux besoins de manière saine, en fait, dans un environnement sain, sans se dire qu'on va le faire parce qu'au fond, c'est notre mission, on doit répondre aux besoins des plus vulnérables, même si c'est au prix de la santé, en fait, des équipes. Donc voilà, c'était un peu les suites du projet. Merci. Merci beaucoup, Catherine. On a pas mal de réactions aussi dans le chat, mais je voulais laisser la parole à Jean-Bernard qui a levé la main rapidement. Oui, je vais essayer d'être rapide. Oui, c'est vrai qu'on peut vraiment se poser la question aujourd'hui, puis depuis plusieurs années, de savoir s'il y a une crise du monde communautaire, mais je ne vais pas aller dans cette route difficile. Je voulais plutôt vous partager un petit questionnement que j'avais depuis quelques mois sur savoir c'est qui dans un organisme communautaire qui est le savoir-faire, l'expérience de l'organisme communautaire. Puis c'est juste, je me questionnais là-dessus. Je me demandais est-ce que c'est la direction générale, est-ce que c'est les employés? Puis dans un parti, j'en ai parlé avec un ami de très longue date qui a été intervenant longtemps, qui est maintenant directeur général, puis il m'a dit, ben, c'est toi qui as l'expérience le savoir-faire de l'organisme communautaire. Puis aussi hier, j'étais dans une formation au Centre Saint-Pierre, puis on a parlé entre autres du phénomène que les gens changent très vite, les intervenants, mais là, c'était surtout un peu aussi relié au réseau de la santé, mais qu'on est dans une situation où ça a l'air très manifeste dans le réseau de la santé. Il y a eu quelques changements politiques qui ont fait que les intervenants changent de poste à une vitesse vertigineuse. Et donc, je me pose vraiment la question, est-ce que le monde communautaire traite ses intervenants comme le savoir-faire du monde communautaire ou est-ce qu'il y a ce savoir-faire, puis quels soins on en prend, comment on le maintient, comment on le transmet, comment on le valorise? Oui, ben c'est ça mes questions. Je crois quand même que ça rejoint le questionnement qui nous était proposé. Oui, tout à fait. J'imagine que c'est pas à la fois il y a quelque chose qui rejoint toutes les actions au niveau communautaire et à la fois il y a tellement de variété dans les services que vous offrez, dans le soutien que vous offrez, que ça peut peut-être paraître difficile de comme définir de façon, je dirais, consensuelle c'est ça, votre champ de pratique, votre milieu finalement. Mais je pense que ça serait super intéressant de pouvoir, peut-être à partir des témoignages qu'on a eus aujourd'hui, puis des résultats de ce projet-là aussi, réfléchir à des points de convergence aussi qui vous rassemblent. Parce que je pense que c'est effectivement super important puis porteur de possibilités aussi de vous offrir du soutien qui soit le plus universel aussi possible, malgré les distinctions puis la diversité dans l'offre de services que vous proposez. Mais il y a Graziella aussi qui avait commenté, puis après, je vais donner la parole à Jean-François. Je ne sais pas, Graziella, si vous voulez rebondir aussi sur l'aspect de financement que vous avez. Oui, je disais que les financements influencent la charge de travail parce que certains organismes ont peur de ne pas se voir reconduire certains financements et de ce fait, parfois, ils prennent peut-être plus qu'ils ne peuvent en faire. Et donc, ça, c'est aussi un dialogue à instaurer. Quelles sont les exigences? Est-ce qu'il y a la pérennité des fonds, justement, elle est importante, mais quelles conditions on y met? Tout ça, ce sont des discussions à avoir. Ouais, non, absolument, c'est super important. Puis, je répondais dans le chat que c'est aussi pour ça qu'on a besoin de financement pérenne. Puis, les financements qu'on obtient pendant les crises, que vous obtenez pendant les crises, souvent, malheureusement, sont liés à ces crises-là, donc sont toujours temporels. Puis, de façon générale, les financements qui sont alloués sont
sont le plus souvent alloués de façon temporelle. Enfin, Jean-François pourra aussi en discuter certainement. Mais ça, évidemment, ça structure et ça déstructure, en fait, le travail que vous réalisez dans le communautaire. Puis c'est un énorme enjeu. Je ne sais pas, Jean-François, si c'est là-dessus que tu voulais rebondir Oui, aussi. en fait, je devrais faire aussi du pouce sur ce que Jean-Bernard mentionnait. Et je ne sais pas s'il y a une expertise du milieu communautaire. Moi, je mettrais expertise au pluriel. Euh, les professionnels, les intervenants de milieu communautaire ont une façon de voir les choses, mais les gestionnaires ou les gens qui sont associés à d'autres dimensions du fonctionnement d'un OBNL ou d'un organisme communautaire ont aussi un niveau d'expertise. Je pense que ça, c'est pas porté par un ou l'autre. Je pense que c'est porté par plusieurs personnes au sein même de l'organisation. Moi, je pense que le défi qu'on a, c'est un défi qui, à mon avis, double. C'est-à-dire, nous, comme partenaires financiers, on a à se poser des questions. On n'a aucun intérêt à avoir des OBNL instables, pas sécures, pas solides dans notre milieu. Ça nourrit personne. Puis et puis quand on arrive dans une situation de crise, là, vous savez ce qui se passe, entre autres, là, actuellement, on n'est pas dans une gestion de crise, donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la ville, mais à partir du moment où la loi des mesures d'urgence apparaît, là, on a une autonomie de gestion qui apparaît comme ça et on peut prendre toutes sortes de décisions qui n'ont pas nécessairement le même mode de régulation qu'autrefois. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que la définition de crise est essentielle, puis qu'on arrive à bien comprendre ce que ça veut dire. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable de réfléchir aussi, comme bailleur de fonds, le tout dans une logique de structurant à long terme. Okay? Puis qu'on force la note sur plusieurs dimensions, qu'on reconnaisse ça et qu'on s'engage. Moi, à mes collègues, je dis toujours la même chose, là. Est-ce que ceux qui sont mariés ou celles et ceux qui sont mariés, est-ce qu'il y a une date de fin sur votre contrat de mariage? Il n'y a pas de date de fin sur un contrat de mariage. Quand on signe un contrat de mariage, on s'engage avec quelqu'un. C'est possible qu'on se sépare. C'est possible que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on dise ça ne marche plus, on se sépare. Mais quand on prend un engagement auprès d'un partenaire communautaire qui est là depuis 25 ans, qui est là pour les 25 prochaines années, qu'est-ce qui nous impose de mettre une date de fin à ce contrat-là ou à cette entente de contribution-là, puis à ce financement-là, quand on sait que. Et puis là, je prends plein de financements qui apparaissent à la ville. J'étais en santé publique avant, c'était la même chose. C'est des financements récurrents, c'est du financement par projet, mais quand ça fait 15 ans que tu finances le même projet, ça s'appelle du financement à la mission. Fait qu'il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable puis reconnaître ça. Puis ça veut dire aussi une logique administrative qu'il va falloir qu'on soit capable de s'imposer, qu'on ait des discussions avec les services juridiques chez nous pour sortir de certaines logiques par rapport à ça. Donc, il y a du travail à faire. En parallèle de ça, pour moi aussi, il y a du travail à faire auprès des organismes ou avec les organismes. Ceux qui connaissent le collectif des entreprises d'insertion du Québec, il y a 25 ans, les entreprises d'insertion vivaient de 45 financements différents pour survivre. Ils ont été capables de se mobiliser, de créer un collectif et de négocier avec le gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada le rapatriement des sommes d'Emploi Québec à Emploi Québec. Donc maintenant, il y a un bailleur de fonds et de créer une logique d'entente long terme qui fait en sorte qu'ils ont maintenant une capacité d'agir, une stabilité organisationnelle qui leur permet de faire face aux crises, justement, dans lesquelles ils vont être appelés à faire face. Et la chose qui est intéressante aussi, c'est que là, ça permet de mutualiser une série de choses. Probablement que comme petit organisme, c'est difficile pour moi de m'imaginer que je vais pouvoir créer un régime de retraite pour mon employé qui fait partie de sa sécurité aussi, d'avoir un régime d'assurance, d'avoir un REER collectif, par exemple. Mais à partir du moment où on crée ces structures-là, puis on mutualise la capacité d'agir des OBNL, des organismes, et puis là, nous, il faut se poser la question comment on est capable de soutenir ce genre de démarche-là qui émergerait du milieu. Mais ça aussi, ça peut faciliter ou ça peut aider les organismes à se donner le moyen d'offrir aux employés de meilleures conditions et éviter la situation dans laquelle je suis sûr que beaucoup d'organismes se trouvent, là. Les gens quittent les organismes pour aller travailler dans le réseau de la santé. Puis après, ils vont quitter pour aller travailler ailleurs. Donc, il y a quelque chose là à réfléchir au plan des organismes pour qu'il y ait une capacité d'agir de leur côté qui soit plus grande. Et puis, moi, je vais être obligé de vous abandonner puisque j'ai une autre réunion qui est commencée. Je peux suivre William, mais je m'en vais en réunion avec William. Donc, Ah, parfait.
Merci beaucoup, Jean-François. On est short en temps. En fait, on a terminé notre temps, mais j'aimerais bien donner la parole à Myriam malgré tout. En plus, Myriam, on t'avait déjà croisé plusieurs fois. On est très content que tu sois là encore avec nous ce midi. Donc, vas-y, à toi la parole. Oui, ben merci beaucoup, Lara. Puis je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Je sais que la réunion est terminée, mais en fait, moi, je voulais faire du pouce sur ce que M. Labadie disait. En fond, je coordonne le projet Espace Intervenant. Puis d'ailleurs, l'information a circulé à travers l'infolette. Là. Merci, Mme Papas. Et puis, il y a des gens autour de la table ici qui, je pense, sont intéressés par le projet. Mais l'idée, moi, puis c'est plus une question en fait, puis peut-être que ça serait plus avec qui je pourrais ou on pourrait poursuivre cette conversation-là que d'avoir la discussion maintenant puisque la réunion est comme terminée. Mais c'est dans l'idée aussi de complémentarité des initiatives parce que le projet que moi, je coordonne, c'est basé sur une formule de co-développement, puis c'est vraiment avec cette intention-là aussi de soutenir, en fait, principalement les intervenants, là, mais justement pour qu'ils puissent se déposer aussi, échanger, partager des cas, des situations. Donc, ça résonnait beaucoup avec ce que j'ai entendu. Puis l'idée, ce n'est pas de dédoubler. Puis nous, on a aussi un angle particulier qui est celui de la parentalité, de la famille en contexte d'immigration. Mais en tout cas, je voulais juste lancer aussi l'invitation s'il y a des personnes évidemment qui sont intéressées, mais aussi si on peut contribuer à cette réflexion-là, puis au soutien du milieu. Le projet démarre prochainement, là, on l'espère, dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-des-Grâces. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Puis si vous avez, c'est ça, envie qu'on discute, moi, je suis là. Ça me ferait vraiment plaisir. Parce que justement, c'est un projet qui est financé par le BINAM, par la ville. On voit qu'il y a plusieurs projets qui atterrissent dans les quartiers. Donc, mon souci, c'est aussi de rendre ça vraiment complémentaire à ce qui a été fait, qu'est-ce qui pourrait être fait. Donc, dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup, Myriam. Oui, je pense que ça serait super pertinent qu'on fasse des liens avec toi. Et puis, c'est ça, dans le contexte de ce projet-là. Puis en plus, si c'est dans les mêmes quartiers, je pense que ça aurait encore plus de sens, là. Donc, oui, on pourrait s'en reparler avec Catherine et avec Jean-François éventuellement et voir ce qu'il est possible de faire avec Graziella aussi du communautaire NDG. Je pense que ça serait génial de embarquer aussi là-dessus avec vous, Graziella. Je pense qu'on arrive au terme de nos échanges. Donc, vraiment un grand merci à nos intervenantes ce midi. Désolée qu'on ait dépassé un peu le temps. On avait tous envie de beaucoup contribuer et donc, on pensait avoir beaucoup de temps pour les échanges et finalement, on en avait un petit peu moins. Donc, on est désolé pour ça. Mais merci beaucoup à Amélie du réseau COVID Pandémie d'avoir proposé d'organiser ce webinaire-là, de nous avoir invités en fait à présenter ce webinaire. Merci à nos financeurs, donc le réseau, puis la Fondation ECHO et la Fondation du Grand Montréal. Et puis, merci beaucoup à tous les participants et participantes, puis pour vos commentaires, vos réactions, puis les riches discussions qu'on a pu avoir. Donc, c'est une continuité qu'on va vouloir créer maintenant et puis essayer de voir comment est-ce qu'on peut c'est ça, maintenir les belles choses qu'on a pu réaliser avec nos partenaires ces derniers mois, ces dernières années et puis essayer de voir comment pérenniser tout ça dans le temps. Donc, merci beaucoup au témoignage, merci beaucoup à la CDC en particulier qui nous a tellement aidé à organiser toutes les activités pour les intervenants et intervenantes à Côte-des-Neiges et NDG. Et puis, à très bientôt, on espère, pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup tout le monde. Merci, Lara. Merci, Naïma. Merci, Merci tout le au monde. revoir. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.